noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu. Voyelles, je dirais quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bambinent autour des puanteurs cruels. On peut dire que l'une des histoires constitutives du fauvisme commence ici. Pour autant qu'on le sache, parce qu'il y a beaucoup de mythes et beaucoup de légendes qui ont été fabriquées, en particulier par Vlaminck là-dessus. Bon, d'une part, évidemment, la rencontre du jeune André Derain et du jeune Maurice de Vlaminck. Est-ce que ça s'est passé sur la ligne de chemin de fer parce qu'un train aurait eu un accident comme Vlaminck l'a raconté ensuite? Il est bien évident qu'on n'en a aucune preuve. Quand Derain et Vlaminck se rencontrent, ils ne sont pas peintres, ni l'un ni l'autre. Vlaminck gagne sa vie d'une manière plus ou moins approximative. Il joue du violon, il est coureur cycliste, il fait ce qu'on appellerait aujourd'hui des petits boulots et il n'a pas de formation artistique. Et Derain non plus. Et c'est d'ailleurs peut-être une des premières choses qui caractérise le fauvisme. S'y regroupent des artistes qui ne sont pas passés par des écoles des beaux-arts. Vlaminck et Derain, ce sont des autodidactes, ce sont des amateurs. Ils ne savent naturellement pas où ils vont, ils savent seulement que ce qu'ils voient de la peinture contemporaine ne leur convient pas. Les premiers Vlaminck, avant 1905, même s'il est toujours assez difficile de les dater, et même si Vlaminck, a posteriori, a eu tendance, je crois que tout le monde en est d'accord, à tricher sur les dates. Les premiers Vlaminck sont des Vlaminck que l'on pourrait considérer comme quasiment de la peinture naïve. Cette œuvre-là fait penser à de la peinture d'enfants, elle fait penser à des peintures de fous, elle fait penser à des peintures de civilisation qu'on dirait primitives, mais sûrement pas à l'idée qu'on se fait de la modernité à cette époque-là. Donc c'est une bombe extraordinaire, c'est l'équivalent en peinture des bombes de Ravachol, je dirais, cette façon de jeter au visage du public cette figuration-là en disant vous voyez ce que je vois, vous voyez ce qu'on peut voir, vous voyez ce qu'on peut montrer. Je comprends que ce soit catastrophique pour les bourgeois de l'époque. C'est une œuvre extraordinaire. Rassis, les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent à ceux-là qui les ont fait lever, et de l'aurore au soir, des grappes d'amygdale sous leur menton chétif s'agitent à crever. Quand l'austère sommeil a baissé leur visière, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours, de chaises en lisière, par lesquelles de fiers bureaux seront bordés. Rimbaud parle des couleurs et dans son texte, il y a une violence colorée tout à fait extraordinaire. Et il donne, donc bien avant, des années avant, il donne une expression extraordinaire à tout ce qui va jaillir donc, dans ce nouveau siècle, dans ce début d'autre chose. Ce qu'il y a de nouveau en ce début du siècle, c'est l'idée que chaque mode d'expression esthétique, pas uniquement la peinture, mais la peinture aussi, peut contribuer à sa manière à la destruction du vieux monde. C'est l'idée qu'il y a une espèce de concordance des arts, des artistes, des intellectuels, des écrivains, des peintres, des sculpteurs, dans cet objectif final, le monde est pourri et il doit être transformé. Je crois que l'affaire Dreyfus, dans ce domaine-là, a joué un rôle important, de façon très concrète, puisqu'il a permis aux intellectuels de s'exprimer et de dire qu'ils ne supportaient pas les conditions dans lesquelles le capitaine Dreyfus avait été condamné, les conditions dans lesquelles Zola avait été condamné. La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle se placent sous le signe de Dionysos, c'est-à-dire le désir de l'effervescence, le désir de la vie, le désir de la vitalité, de l'énergie, le désir du mouvement, quelque chose qu'en philosophie on pourrait appeler l'héraclitéisme, le désir du mouvement, du fleuve qui coule.
Fragment de lettre de Derain à Vlaminck. Mon vieux Maurice, je suis aux grèves. Vois-tu un Derain jugulaire au menton maintenir les grévistes? Suprême ironie. La situation devient très grave ici. Il arrive des régiments tous les jours, et les officiers excitent les hommes contre les grévistes. Les mineurs crèvent de faim, et ils s'aperçoivent que c'est pour leur peau. Tout cela devient très vilain, quoiqu'on n'en parle pas dans les journaux. Vous savez, le service militaire, d'abord, c'était 3 ans à l'époque, c'est beaucoup. Hein. Les lettres de Derain, elles évoquent la grande grève des mineurs, qui est organisée à l'extrême fin de l'année 1902, qui dure 2 mois, 2 mois et demi, dans presque tous les bassins miniers. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, à un moment donné, ils sont 11 000 soldats face à 52 000 grévistes. Bon, 1 sur 5, bien. À l'époque, vous savez, c'était l'armée qui réglait les problèmes des grèves. Et il est clair qu'aux yeux de Derain, il est insupportable que les fils du peuple tirent contre d'autres fils du peuple. Et Derain, il vit ça très mal. L'antimilitarisme, qui est une donnée fondamentale de la jeunesse de gauche de ces années-là, de toute la gauche, hein, pour dire la vérité, elle est décuplée par le fait que l'armée risque de tirer. La première exposition de Van Gogh, qui a lieu à la galerie Bernheim, donc à Paris. On sait qu'ils y sont allés. C'est une révélation fulgurante et on sait que c'est dans cette exposition-là que Derain et Vlaminck vont rencontrer Matisse pour la première fois. Mais Van Gogh est évidemment à leurs yeux, je crois que le mot qu'utilise Derain dans sa lettre, c'est un type formidable. Pour lui, l'essentiel, c'est pas tellement de nous montrer un intérieur de cuisine. C'est de faire à partir d'un intérieur de cuisine quelque chose du même genre que ce que Van Gogh avait fait avec une salle de billard. Il s'agit de réussir à montrer une espèce de, je dirais, une espèce de monde possible. Il est clair que le fauvisme, c'est un mouvement de rébellion, de rupture contre le système artistique dominant. Tout est bon qui, de toute façon, permet à ces très jeunes artistes de s'inscrire en faux contre les habitudes de leurs contemporains. S'installer dans un atelier ici, en 1900 ou en 1905, ce qui, au fond, pourrait nous apparaître comme une activité relativement anodine, c'est par exemple refuser d'aller vivre dans le quartier où la plupart des peintres habitent dans cette période-là. Vlaminck peint le paysage de la vallée de la Seine. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il est le continuateur de l'impressionnisme. Et il le peint donc de cette manière à la fois chamarrée, brillante, et du point de vue de l'histoire du fauvisme, j'allais dire relativement superficielle. On voit bien comment il utilise un certain nombre de motifs, j'allais dire, simples, pour construire. Alors, la berge de la Seine, parce que ça donne une oblique qui va structurer la composition, la ligne de l'horizon, parce que c'est une horizontale également simple, éventuellement le parapet ou le tablier d'un pont, une façade de maison, parce que comme ça, il divise l'espace et il obtient une perspective. Au fond, c'est une perspective, j'allais dire, relativement commune. Et il introduit de la couleur dans cet espace. Maurice de Vlaminck, Maison à Chatou. C'est une peinture impressionnante, de force, de violence et en même temps de gravité. Ce qui est frappant, c'est surtout la présence de ce graphisme noir qui est très Van Gogh. Et ce graphisme orienté qui provoque des espèces de mouvements dans la toile. Alors c'est là qu'on peut penser, en effet, à la passion de Vlaminck pour la bicyclette. C'est-à-dire, c'est un paysage qui se pose dans le lointain,
mais qui est animé dans le premier plan. On va le voir souvent. C'est-à-dire comme quelqu'un qui passe en vélo et qui perçoit un sujet et qui va le reconstituer ou revenir après le peindre en posant son chevalet. Il y a une différence, au fond, entre Vlaminck et Derain. D'abord, Derain peint beaucoup plus lentement, de manière beaucoup plus organisée, beaucoup plus raisonnée, et Derain construit son tableau comme un système de plans, chacun de ces plans étant naturellement défini par une couleur. Et donc, par exemple, la question de la perspective, qui chez Derain se pose de manière très complexe. Derain, lui, construit un espace par la couleur. C'est un exercice qui est beaucoup plus difficile. Donc on voit comment les différences de conception s'accusent très rapidement entre les deux peintres. La situation de Matisse est une situation différente de celle de Derain ou de celle de Vlaminck. Matisse, lui, a été un élève de l'école des Beaux-Arts, longtemps, dans l'atelier de Gustave Moreau. Donc, il est, entre guillemets, éduqué. Il lui importe de pouvoir comprendre de l'intérieur comment Cézanne ou comment Gauguin travaillent. Parmi ces références, il y en a une qui, du point de vue de la biographie de Matisse, prend une importance considérable, parce que aussi, ce sont des peintres avec lesquels il a des relations amicales, c'est le néo-impressionnisme, c'est-à-dire le divisionnisme qui conçoit la peinture sur le modèle de la juxtaposition de petites touches de couleurs. Et Signac a un petit peu le rôle, si vous voulez, de professeur de divisionnisme. Signac a peint un très grand tableau qu'il voulait intituler « Autant d'anarchie ». Ce tableau, il l'a transformé en cours de route et ce tableau est devenu Autant d'harmonie. Dans cette vision du monde, qui est celle de Signac, il y a quelque chose dans quoi les fauves vont pouvoir se reconnaître sans mal, et d'ailleurs dans quoi se reconnaît tout le mouvement anarchiste et d'une certaine façon tout le mouvement révolutionnaire. Ça, c'est la grandeur de Signac. Il ne s'agit pas de regarder le passé avec nostalgie, l'âge d'or n'est pas derrière nous, il est devant nous. C'est ainsi que sera le monde lorsque la guerre de classe sera terminée, quand le capitalisme sera abattu. Et dans cet âge d'or, les gens font ce qu'ils veulent. Hein? Alors ils joueront aux boules. Ça, c'est bien Signac. Hein? Jouer aux boules, c'est le midi, ça, quand même. Hein? On joue à la pétanque dans le midi, c'est bien. Ça, c'est Signac. On connaît bien ça, son milieu méditerranéen. Les autres, ils savent pas ce que c'est que jouer aux boules, les Parisiens. Voilà. On les garde. Signac joue un rôle d'hôte auprès de la plupart des amis de Matisse. En 1904, c'est Matisse qui passe l'été dans la maison de Signac. Signac est un homme très ouvert et il va accueillir donc, dans sa villa La Une tous les artistes. Vient sur Saint-Tropez, Marquet, Manguin et ainsi de suite, quoi. C'est évident que pour tout artiste qui passait par Saint-Tropez, la vue de ce paysage les réconfortait et les amenait donc vers un naturel et une joie de vivre qui est celle qu'on voit dans Lux, Calme et Volupté. Il est chez Signac et il fait du Signac. Il y a à la fois
quelque chose qui est dans l'ordre de l'exaltation sensuelle, de la sensibilité, et en même temps une passion qui pourrait ressembler à la passion scientifique. Il y a derrière d'ailleurs une passion pour le travail de Chevreul sur la division de la lumière. Ils connaissent la joie de vivre et ignorent absolument tout ce qui pourrait s'apparenter au péché, à la trace du péché originel et de la faute. Et on peint effectivement des mondes dans lesquels il fait bon vivre, la vie est belle, les fruits sont là, il suffit de les cueillir, l'eau est fraîche, il suffit de la boire, les femmes sont à disposition, on fait des enfants, les corps se touchent, la nudité est là, on n'a pas honte de la chair, on n'a pas honte du corps. Et le quotidien est placé sous le signe de la volupté parce que on est avant l'humanité. On est à Saint-Tropez. Moi, je trouve que le mannequin en question ressemble à un millet qui aurait vécu très longtemps et qui aurait subi l'influence des fauves. Mais là, vraiment, on s'aperçoit de ce qu'est la différence entre un peintre comme Matisse ou comme Derain et même comme Vlaminck. Quand on introduit la couleur violente, il faut déformer le dessin, sinon ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire ça fait un coloriage. Et ici, on est dans une solution extrêmement sage qui a été trouvée pour définir le lointain, même si elle est exaltée, et une solution encore plus sage qui est celle du dessin. C'est-à-dire le dessin n'a pas subi de transformation à l'unisson. On a donc un hiatus plastique ici, dans ce dessin. Et c'est la limite de ce travail, à mon avis. En même temps, on peut dire que c'est ce qui n'avance à rien, que c'est quand même un beau tableau. Je serais très heureux de l'avoir chez moi. Les fauves vont beaucoup voyager en train. Il leur sert également, surtout à Vlaminck, comme motif. Parce qu'un pont, c'est commode comme ligne horizontale pour construire un tableau, pour couper un horizon. Et donc, on retrouve cette thématique-là dans la peinture de Vlaminck. Maurice de Vlaminck, berge de la Seine à Chatou. Ici, on a affaire à un homme qui connaît Van Gogh, certes, mais qui connaît mal l'histoire de la peinture, certainement. Et ça l'amène à trouver des solutions originales que les autres n'auraient pas trouvées. Dans la peinture de Vlaminck de cette époque, on a en même temps que la simplicité, on a la force qu'amène la ferveur et peut-être la force qu'amène l'inculture. Derain et Vlaminck sont les jeunes gars qui viennent dans la peinture comme des trublions, dans une peinture qui est rangée. Si on essaie de reconstituer les choses, d'abord, Matisse, il est de la génération précédente. Matisse a 10 ans de plus que Vlaminck et Derain. Donc il se sent un peu probablement à la fois en position d'aîné, ce qui est probablement flatteur, et en position de plus vieux, ce qui est plus difficile à admettre. Alors quand, en 1905, lui-même pris dans ses histoires, Gauguin, Cézanne, Signac, Manet, découvre qu'il y a des jeunes types sortis de nulle part qui font une peinture, vous savez, c'est le mot de Gauguin à Van Gogh, une peinture de fou. On pourrait le reprendre à la circonstance. La peinture de Vlaminck ou la peinture de Derain, elle a un côté un peu peinture de fou. Quand il découvre cela et que les problèmes qu'ils se posent, ils sont en train de les résoudre, sans même se les être posés, en tout cas dans le cas de Vlaminck, on peut comprendre un malaise réel. Et ce malaise, il se lit comment? Bon,
D'abord par une sorte d'admiration un peu effrayée. Le mot de Matisse, qui est probablement, là encore, un peu légendaire, après avoir découvert la peinture de Vlaminck, je n'ai pas dormi de la nuit. Bon. Et donc, Matisse, père de famille, marié, bourgeois, assez solennel, va entreprendre une démarche auprès de monsieur et madame de Rhin, pâtissiers à Chatou, pour qu'ils laissent partir leur fils pour venir faire de la peinture avec lui. Donc Matisse arrive après le 15 mai 1905, il arrive en gare de Collioure, et là c'est le révélateur couleur, révélateur lumière qui va se passer à Collioure et qui va entraîner nos artistes Matisse et de Rhin sur le chemin de la couleur pure à Collioure. Comment était en fait le Collioure de 1905? Il faut imaginer en fait ce peuple colliourin tourné profondément vers son activité de port de pêche. La pêche se faisait à l'anchois et à la sardine. Il y avait bon nombre d'ateliers de salaison. Donc évidemment des barques catalanes qui jonchaient nos plages du port d'Amont, du port d'Availle. Les barques étaient peintes de couleurs vives. Pourquoi? Pour mieux se visualiser tout simplement au loin en cas de problème. Et la couleur en fait servait à ces pêcheurs à repeindre les volets des maisons, les façades des maisons. De Rhin à Vlaminck, Collioure, le 28 juillet 1905. Mon vieux Maurice. Ici, les lumières sont très fortes, les ombres très claires. L'ombre est tout un monde de clarté et de luminosité qui s'oppose à la lumière du soleil, ce qu'on appelle des reflets. Savoir dans le voisinage de Matisse extirper tout ce que la division du ton avait dans la peau. Il continue, mais moi j'en suis complètement revenu, et je ne l'emploie presque plus. De Rhin, lui, a dépassé le problème de la touche séparée en peignant par grands plans de couleurs unifiées, où la couleur n'est pas imitative. C'est-à-dire qu'une barque peut être rouge, une voile peut être bleue, une voile peut être verte, alors que ce n'est naturellement pas le cas dans la réalité. De Rhin permet à Matisse à la fois de résorber la division de la touche en peignant par aplats beaucoup plus cohérents, beaucoup plus synthétiques, et d'autre part de se débarrasser de la notion d'imitation. Il est tout à fait essentiel que le paysage soit enraciné dans un site. Et alors, à partir de là, donc, ce site est un site de révélation, ou pour prendre le terme rimbaldien, c'est un site d'illumination. C'est un endroit où on peut avoir une illumination. Et cette illumination se produit par l'intermédiaire de la couleur. Et dans ce lieu, la lumière joue de telle sorte que on peut prendre des couleurs et puis les allumer, si vous voulez. De Rhin, portrait d'Henri Matisse. On a affaire avec cette toile à une esquisse, manifestement, faite dans la plus grande jubilation. On a l'impression que c'est presque sur la limite d'une plaisanterie humoristique. C'est un portrait qui a beaucoup d'humour. Il faut qu'il y ait une connivence amicale très forte pour que le portraituré accepte d'être presque caricaturé de cette manière. Il y a quelque chose, toujours chez les fauves, de la désinvolture ou de l'élégance. C'est
une peinture qui est faite en plein air, ça aussi c'est important chez les fauves, et qui est une saisie rapide d'un geste. C'est du genre bouge pas, je vais faire la photo. Eux, ils veulent profiter de la lucarne qu'ils perçoivent à ce moment-là. Il y a là une possibilité de retrouver des moments paradisiaques, de remettre un peu le monde sur ses pieds. Et il faut le faire vite parce que ça risque de ne pas durer. Et ils avaient tout à fait raison. En effet, ça n'a pas duré. On pourrait faire du fauvisme, d'une certaine manière, l'art d'une religion païenne qui, elle, serait essentiellement méditerranéenne. Il ne s'agit pas d'avoir le dieu des Juifs, le dieu des chrétiens ou le dieu des musulmans, ça n'a pas grand sens. On y retrouve les dieux païens tels qu'à l'origine d'Homère. Parce que la Méditerranée fournit un modèle alternatif au modèle chrétien. La Méditerranée permet une option athénienne, une option grecque. Les fauves sont grecs, ils ne sont pas latins. Les fauves sont méditerranéens, ils ne sont pas germains. Derain, lui, reste davantage sur le paysage, alors que chez Matisse, l'évolution, qui est très rapide, investit deux autres thèmes, qui sont le portrait d'une part et les vues d'intérieur d'autre part. La femme au chapeau d'Henri Matisse. Là, on a affaire à une dame du monde, probablement, ou enfin à une femme élégante. De recouvrir avec des couleurs arbitrairement, ça signifie en effet qu'on veut prendre le maximum de liberté par rapport au modèle. Elle fait partie de l'exposition La cage aux fauves. Oui, et elle fait scandale. La cage aux fauves, ça se passe au Salon d'automne, c'est-à-dire au Grand Palais, et les peintres apportent leurs tableaux, reste à savoir comment ils seront accrochés. Qu'est-ce qui se produit ensuite? Un critique voit cette salle, et puis au milieu de la salle, il y a une petite tête d'enfant en terre cuite d'un artiste qui s'appelle Marquet, mais qui n'est pas le peintre, et cette petite tête d'une facture au fond assez classicisante lui fait dire, voilà Donatello, en référence au sculpteur italien de la Renaissance, c'est Donatello dans la cage aux fauves. Pourquoi fauve? À cause du côté très hurleur de ces tableaux de Matisse, de Derain, de Vlaminck, etc. Bon. À partir de là, il y a une sorte de gonflement dans la presse. Cette salle devient la véritable attraction du Salon d'automne. On en parle jusque dans les journaux de province. Ça gonfle, et un mot apparaît, fauvisme. Et à ce moment-là, le mouvement a un nom qui lui a été attribué par dérision. Le mouvement a une date, octobre 1905, il a un lieu, cette salle du Salon d'automne, et on peut dire qu'il démarre comme ça. Une des manières d'exprimer la révolte, c'est de déposer des couleurs pures, de renoncer à la palette compliquée, de renoncer à mélanger les couleurs sur la palette. Et
cette obsession de la pureté de la couleur, il me semble qu'on peut la rapporter à d'autres obsessions du même moment, de ces années 1904, 1905, 1906. C'est cette obsession de la pureté ouvrière, de la pureté révolutionnaire, incarnée par la classe ouvrière et par personne d'autre. Et il me semble qu'il y a comme une espèce d'allégorie de cette conviction cégétiste très très forte, qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire, comme une allégorie donc dans la décision des peintres fauves d'isoler chaque couleur. Donc c'est une autre manière de traiter la couleur. Même si eux, ils ne sont pas adhérents à la CGT, mais peu importe. La thématique de la CGT, elle parcourt tout ce début du siècle. La classe ouvrière est pure, et elle nous conduira à la victoire. Elle abattra le vieux monde. Elle. Il se passe quelque chose sur le corps de celui qui regarde du jaune. Il se passe quelque chose dans le corps de celui qui regarde du rouge. Et il se passe des choses qui excitent. Ce n'est pas un hasard si le taureau, cet animal furieux, énergique, ce fauve d'une certaine manière, est énervé par le rouge, par le sang, par la lumière, par le soleil, par l'ombre. Et il me semble qu'il y aurait une physiologie très brutale, très sauvage et très sommaire à faire comme ça, et qui nous permettrait de voir que tous les hommes, du moins en Occident, puisque nous sommes dans une mythologie occidentale, tous les hommes et les femmes qui regardent de la couleur rouge, de la couleur jaune, de la couleur bleue ou ces couleurs extrêmement vives, ressentent physiquement et physiologiquement la même chose. Van Dongen est historiquement et idéologiquement un anarchiste et il a collaboré à son arrivée à Paris à un hebdomadaire qui est extrêmement important, qui s'appelle L'Assiette au beurre, qui est l'un des principaux organes de la presse anarchiste. Il y a un refus de l'ordre établi, c'est un refus qui s'exerce évidemment contre le système artistique dominant. Van Dongen apporte également dans le fauvisme quelque chose que Matisse frôle sans vraiment l'attaquer avec la même franchise, qui est la sexualité. On a l'impression qu'il n'a pas envie de déformer, de caricaturer le corps de la femme, qu'il est beaucoup trop un fervent admirateur de ce corps, mais que néanmoins, il sent très bien la force de l'exaltation du fauvisme et qu'il va confier au pourtour une sorte de relégation de la couleur sur le bord. Et on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de couleurs intenses qui constituent un cerne autour du corps et qui vont aider à moduler le corps. C'est-à-dire ce qui est presque plat à l'intérieur du corps va être modulé par le bord. Je perçois Van Dongen comme un peintre moins fauve que les autres parce que beaucoup plus soumis à son sujet. Encore une fois, sa passion pour les femmes et sa qualité, c'est-à-dire ça va être un peintre de la sensualité, mais un peintre qui va rester à l'intérieur des systèmes de représentation, même s'il le fait parfois avec une grande maîtrise et une grande virtuosité. C'est un peintre virtuose. Il va d'ailleurs mal tourner d'une certaine manière, et sa postérité personnelle, si on peut employer ce terme, va faire qu'il va devenir un peintre mondain.
parlait de tableaux importants, ce sont pour ainsi dire tous des tableaux de danseuses et de spectacles dont Van Dongen réussit à faire une véritable apothéose de la féminité, mais d'une féminité naturellement très en chair, très déhanchée, très offerte, aussi bien aux peintres qu'aux spectateurs. En 1906, il y a une très grande exposition coloniale qui se tient à Marseille. Et elle fonctionne comme une révélation pour beaucoup de créateurs, ou de non-créateurs d'ailleurs, qui jusque-là voyaient les colonies comme des lieux soumis, des lieux dominés. Et on voit apparaître, à travers l'exposition de Marseille, des œuvres d'art qui sont belles et qui, d'une certaine manière, portent les colonisés sur le même plan que les colonisateurs. C'est une manière de dire aux colonisés, ce que Jaurès leur dit d'ailleurs au même moment, parce que c'est le seul qui dit cela, il y a du pluralisme culturel. Et c'est la honte de la France que ne pas donner toute sa place à cette diversité culturelle extraordinaire des peuples qu'elle a soumis pour leur bien. La Gitane de Henri Matisse, c'est un tableau qui a fait scandale et qui pourrait faire scandale encore aujourd'hui. Ça n'est plus une beauté qu'on peut enseigner dans une école de beaux-arts. On nous fait voir des chairs qui n'ont pas honte d'être chairs. Les seins sont extraordinaires, débordants, le ventre, on sent la croupe et les hanches épaisses, on voit les attaches puissantes des bras, et puis on voit ce visage qui donne l'impression d'être effrayant tant il est primitif, tant il est premier, au sens qu'a le terme à son origine. Donc je trouve que cette œuvre-là, elle est primitive en tout, dans le traitement de la carnation, dans la citation. Le petit ruban noir qu'on trouve au coude de l'Olympia est toujours très excitant. Je conserve ce petit ruban, comme pour dire que dans l'histoire de la peinture, il y a de la place pour moi. Et puis en même temps, je le dépasse pour dire qu'il y aura de la place pour moi, non pas comme un suiveur, mais comme un inventeur, comme quelqu'un qui a d'autres choses à dire et qui dit d'une autre manière le corps, la chair, dans des carnations qui pourraient même finir par inquiéter. C'est-à-dire qu'il y a des verts sur ce sein, des verts et des jaunes, qui sont pas loin de Thanatos. C'est-à-dire on peut imaginer parfois des couleurs qui rappellent la putréfaction. Il ne faudrait pas chercher trop longtemps pour imaginer que dans ce corps vivant, il y a l'annonce d'un corps qui va mourir. Trois personnages assis dans l'herbe de Derain. Sans la référence du livre, moi j'aurais dit de Matisse. Je me serais trompé. C'est d'ailleurs un des problème passionnant de l'époque. Ces personnages peintres qui sont ensemble s'influencent les uns les autres avec beaucoup d'allégresse. C'est-à-dire ce qui compte, c'est la musique qu'on fait, c'est le tableau qu'on fait qui est important et c'est non pas la référence à l'individualisme exacerbé. C'est-à-dire c'est moi qui ai fait ça par rapport à ça, etc. Ce qui est frappant dans ce tableau, c'est le lien qui unit ces trois corps. Les trois corps sont unis par la peinture. Et en même temps, la présence des trois personnages donne l'impression que ce sont les peintres eux-mêmes qui se sont représentés. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette espèce de paysage idyllique qui est le paysage méridional, et en même temps vivent au jour le jour la baignade, le repos, la discussion. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fraternité qui les unit. Dans cette histoire, il faut rajouter encore une troisième ou une quatrième équipe, puisqu'on voit que le fauvisme, finalement, c'est un regroupement de gens qui viennent d'horizons très différents, des Pays-Bas,
de Chatou, de Paris, et puis de ce qu'on a appelé le groupe du Havre, que sans doute on a tendance à négliger un peu trop en dépit de la qualité des tableaux qui en sont issus. La première personne par qui le fauvisme arrive au Havre, c'est Friese. Friese est, on pourrait dire, le père du fauvisme havrais parce que, d'une certaine façon, il a été plus vite dans son évolution que les autres peintres. Il était exactement du même âge que Dufy. Il était plus âgé que Georges Braque, de 5 années, mais malgré tout, c'est lui qui arrive peut-être le plus facilement à trouver son mode d'expression, à trouver sa gamme de couleurs, et donc c'est certainement l'un des artistes du Havre qui a été d'ailleurs le plus rapidement reconnu par les galeries et par les collectionneurs de l'époque. C'est chez Dufy que ce qu'il peut y avoir de moderne, au sens de la société moderne, apparaît clairement. Il est le peintre des affiches, il est le peintre des drapeaux, il est le peintre aussi des nouvelles couleurs de la mode féminine, il est le peintre des nouveaux loisirs. On a parlé tout à l'heure du train et du fait que cet élargissement de l'espace géographique, parce qu'on se déplace facilement, Dufy a très bien compris cela. Et ces Parisiens ou ces Parisiennes au bord de la Manche sont tout à fait justes. Il a peint quelques-uns des grands tableaux fauves de 1906 et de 1907. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces artistes étaient très en contact avec la musique, notamment dans la façon dont les fauves composent en fait leur peinture, un système, on pourrait dire, de résonance en fait, puisque vous avez toutes sortes de rapports entre des touches, des taches de couleurs identiques qui sont situées dans le tableau à des endroits différents et qui vont se répondre, qui vont donner cette impression de vivacité de cet art fauve, de cette force. Les deux Havrais se retrouvent côte à côte devant ce cygne. Donc, ils sont au même endroit, ça, c'est évident. Mais la question, à quelle heure est-ce? Est-ce qu'ils ont fait ça le matin ou le soir, en hiver ou en été? Ça, c'est une question qui ne se pose plus du tout. Ils cherchent une continuité à l'intérieur du paysage. Donc, quelque chose qui va pouvoir durer. Ils cherchent une couleur profonde qui n'est jamais celle que l'on voit. On pourrait imaginer qu'il y a quelque chose qui a à voir aussi avec la mort de Dieu dans cette affaire. On n'a plus besoin de rendre des comptes à autre chose qu'à soi-même. C'est la naissance de l'artiste. On a de la peinture, on a des toiles, on a des sujets, on a des choses à dire et on y va. Georges Braque, l'Estac. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est une peinture fauve construite. C'est une consolidation du désordre qu'introduit la couleur. En même temps, quand on sait ce que va être la postérité de Braque, on est obligé de penser
il est peut-être déjà attiré par des solutions qui tiennent compte de la structure de l'espace. C'est-à-dire il est déjà précubiste peut-être. Le fauvisme ne meurt pas, le fauvisme se disperse, se dissémine et prend des formes en Allemagne, aux Pays-Bas avec Mondrian, un certain temps du moins, en Russie des formes différentes. Bon. En France même, il se subdivise là encore. Il y a la voie Matisse, et la voie Matisse, elle dure au fond jusqu'à la fin de la vie de Matisse. Et puis il y a l'autre voie qu'on va, en allant vite, appeler la voie Picasso. Et cette voie Picasso, qui est la voie que va suivre Derain, ou la voie que va suivre Braque, elle tourne, elle s'incurve à partir de 1906-1907. Pourquoi? Bon, d'abord, en raison d'un choc, qui est le choc de Cézanne. Le viaduc de l'Estac de Georges Braque, c'est un tableau cézannien, profondément cézannien, par la manière dont il est construit, et c'est un tableau qui est déjà dans le cubisme. Encore une fois, la passion colorée, l'effusion colorée, elle a eu son temps, elle a eu son époque, elle a produit ses fruits, et des fruits savoureux, bien évidemment. Et il faut s'en sortir, et l'intelligence reprend le dessus, la possibilité de faire apparaître des concepts. On va parler de structure de l'espace, on va parler de mouvement autour des corps, on va introduire les visions simultanées des objets dans la peinture. Là, on a affaire à une construction extrêmement savante et très cézannienne. Ils ont énormément changé notre façon de voir. Et ça c'est une révolution beaucoup plus durable que les révolutions politiques. Les révolutions politiques avec vous voyez le terrorisme, avec les vengeances, etc. Bon, ça n'en finit pas, ça tourne tout le temps en rond, ça. Tandis que quand on fait de la peinture, alors on fait quelque chose de sérieux. Ou quand on fait de la poésie, là, on fait quelque chose de sérieux. Ça, on fait quelque chose qui révolutionne vraiment peu à peu la réalité. Le fauvisme aujourd'hui nous donnerait une leçon de nietzschéisme, une leçon de transmutation des valeurs, une leçon grecque dans un monde qui est devenu essentiellement celte ou germain, je dirais, ou anglo-saxon, pire encore. C'est-à-dire dans une période éminemment anglo-saxonne, il y a chez les fauves de quoi nourrir l'espoir d'un retour aux vertus grecques, aux valeurs grecques, de la légèreté, de la danse, de la musique, enfin de tout ce que Nietzsche raconte dans La naissance de la tragédie comme relevant de Dionysos. Ce qui a été l'embrasement du fauvisme à un moment donné, ce qui a été sa découverte, sa spontanéité, et on pourrait dire même, je suis persuadé que les peintres ont eu peur de leur propre trouvaille, c'est-à-dire la peur que ça déclenche, les peurs, les angoisses que ça a déclenché. Il fallait qu'elles s'apaisent, il fallait qu'elles disparaissent, et c'est le gage de leur authenticité. C'est un petit peu comme une histoire d'amour. Ils ont été amoureux, mais un beau jour ils ne sont plus amoureux. Ils s'en vont. Quelquefois, le divorce est le gage de l'authenticité amoureuse.